Merci beaucoup, Monsieur Lécuyer, d'avoir accepté notre invitation. Si le mot stratégique a un sens, je crois que c'est bien avec les batteries. Parce qu'en effet, chaque fois qu'on entend parler des batteries aujourd'hui, on a immédiatement plein d'enjeux qui se présentent. On a des enjeux techniques avec tous les jours des choses extraordinaires qui arrivent, des batteries nouvelles sous toutes les formes, avec des matériaux nouveaux. Et puis, est-ce que les matériaux, on en a assez? Où est-ce qu'on va les chercher? Et puis, on sait qu'il y a de grandes manœuvres européennes, et c'est tellement important, puisque dans une voiture, maintenant, la batterie, c'est 30% au moins de la valeur de la voiture. Donc, est-ce qu'on va pouvoir les produire en Europe? Et donc, on sait que la Commission européenne déjà prépare un nouveau règlement avec toutes sortes de qualificatifs, toutes sortes d'exigences portant sur le marquage, la qualité, la sécurité, le recyclage, etc. Tout ça, c'est capital. Il y a de grandes manœuvres européennes, industrielles, puisqu'il y a place peut-être pour 10 à 20 gigafactories, mon Dieu, comme c'est impressionnant. Et donc, il y a déjà une pénétration des Asiatiques. On sait que les Européens parient sur l'innovation, mais alors on se dit, s'ils parient sur l'innovation, est-ce que la place ne sera pas déjà occupée par des techniques existantes, avec tous ces Asiatiques qui se précipitent, et avec des pays qui ne jouent pas forcément le jeu de l'Europe, etc. Et donc, tout ça, c'est absolument passionnant, tout ça, c'est déterminant. Donc, nous sommes très, très heureux de vous avoir avec nous. Essayez de nous guider dans l'avenir des batteries, s'il vous plaît. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne. On va laisser beaucoup de place aux questions. Je vais simplement essayer de planter le décor et de vous parler un petit peu des batteries et de ce que je fais. Alors, premièrement, c'est pas moi qui le dis, c'est The Economist qui a dit « The battery is the technology of our time ». Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il est difficile de stocker l'énergie. Donc, pour stocker l'énergie, il n'y a pas une seule technologie. En l'occurrence, moi, je vais vous parler des batteries. Il existe d'autres technologies, mais celles dont on va parler aujourd'hui, ce sont les batteries. Alors, les batteries, en fait, elles sont de plus en plus importantes parce qu'il y a quand même des macro-tendances qui poussent à l'utilisation des batteries. Alors, premièrement, on va parler, par exemple, des énergies renouvelables. Il y a de plus en plus d'énergies renouvelables. Par définition, elles sont intermittentes. Et donc, on a besoin de batteries pour, par exemple, profiter de l'énergie du soleil quand il fait nuit. Juste pour donner un exemple. Un autre exemple, c'est les interconnexions. Il y a de plus en plus de... Quand vous êtes sur votre téléphone, ça vous semble naturel d'avoir un GPS. Tout ça, ça marche à partir de stations télécom dans lesquelles il y a des batteries de backup. Donc on a besoin de batteries. On a besoin de batteries pour les satellites. Il y a de plus en plus de gens qui habitent dans les villes. Et donc il y a de plus en plus d'infrastructures. Dans toutes ces infrastructures, on va y revenir sur les applications, on a besoin de batteries. Et enfin, il y a des progrès dans les matériaux. Il y a des progrès dans la chimie qui du coup permettent d'avoir des meilleures performances au meilleur coût. Et c'est ça qui rend l'utilisation des batteries intéressante. Alors dans ce domaine-là, si je présente rapidement Saft, mais mon but c'est pas de faire un pitch sur Saft. En fait, Saft est une société qui a été montée il y a une centaine d'années, en 1918. Sa première application, c'était une application de mobilité après la guerre, où le gouvernement avait dit on va pas avoir de pétrole, donc ce qui serait bien, c'est d'avoir des convoyeurs de bagages à la SNCF qui sont dirigés par batterie. Et ça a été la première application de mobilité il y a une centaine d'années. Donc on voit que l'histoire fait un cercle et qu'aujourd'hui on est en plein dans le siècle de la mobilité. Après, Saft a été une filiale d'Alcatel. Après, cette filiale d'Alcatel a été détenue par un fonds anglais qui s'appelle Doty Hanson. Et aujourd'hui, après, c'est allé en bourse. Ça a été racheté par Total il y a 3 ans. Et en fait, aujourd'hui, ça fait partie du groupe Total. Comme vous le verrez, nous avons monté avec Total et avec un autre partenaire, Stellantis, une société qui s'appelle ACC pour développer des batteries pour la mobilité électrique, on va y revenir. Alors le marché de la batterie, tous les chiffres que je vais vous donner sont faux, mais en gros c'est un marché qui croît aujourd'hui à une quinzaine de % par an en taux annualisé, et devrait atteindre quelque chose comme 2500 gigawattheures en 2030. Le chiffre ne vous dit sûrement rien, mais c'est assez important. Les gigafactories dont on parle étaient à l'origine de 50 gigawattheures. Donc on voit 2500, c'est quand même un chiffre important. Et une batterie de voiture en moyenne, c'est 50 kilowattheures. Donc les chiffres sont importants. Donc les voitures représenteront une grande partie de ces 2500 gigawattheures.
La Chine représentera la moitié. Quand je dis une grande partie, c'est à peu près 80%. La Chine représentera peut-être 40 à 50% de ce marché. Et la technologie qui sera dominante, qui ne l'est pas encore aujourd'hui, c'est la technologie lithium-ion, qui d'ailleurs est plus qu'une technologie, c'est une famille de technologies. Alors maintenant, je m'excuse pour ceux qui sont connaisseurs, qu'est-ce que c'est qu'une batterie? Une batterie, c'est très simple. Vous avez deux électrodes, donc c'est des matériaux, qu'on met dans une cellule. Dans cette cellule, on va mettre de l'électrolyte, et puis les matériaux vont s'échanger des ions à travers l'électrolyte, et il va y avoir de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle la cellule. La cellule, on va la mettre dans des petits paquets, style paquet de cigarettes. On va en mettre plusieurs les unes à côté des autres, c'est ce qu'on appelle un module. Puis ce module, on va le mettre dans un système. On va mettre plusieurs modules dans un système, et ça fait une batterie. Donc quand on parle d'une batterie, c'est pas seulement l'électrochimie, c'est l'électrochimie, c'est des composants électroniques, c'est des systèmes de refroidissement dans certains cas, c'est de la mécanique, et c'est tout ça qui fait une batterie. Alors maintenant, toutes les batteries ne sont pas pareilles, parce qu'on peut utiliser différentes chimies, et plutôt que de parler en fait des ingrédients qui sont dans la batterie, on peut parler des caractéristiques d'une batterie. Quand vous êtes dans un satellite, par exemple, ce qu'il y a d'important, c'est que ce soit super résistant, parce qu'il y a les chocs du départ. Ce qu'il y a d'important, c'est que ce soit pas trop lourd. Ce qui est important, c'est que ça n'occupe pas trop d'espace, parce que sinon on a besoin de plus d'énergie pour propulser le satellite. Quand vous prenez, par exemple, des énergies renouvelables, vous avez besoin de cycler, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin régulièrement de charger et de décharger la batterie. À l'inverse d'une voiture qu'on ne charge pas et décharge pas tous les jours ou plusieurs fois par jour. Quand vous parlez, alors je pense qu'il y a un critère aussi qui est fondamental, c'est la safety, en fait la sécurité. Bien évidemment, quand vous avez par exemple des batteries dans un train, il serait malvenu qu'une batterie explose, ou dans une voiture. D'ailleurs, on a vu le scandale récent de Tesla en Chine, parce que plusieurs voitures ont pris feu, elles ont pris feu à cause des batteries. Bien évidemment, les batteries peuvent déclencher des feux, et il faut se prémunir de ça. Enfin, la densité énergétique est un point important. Alors, je ne vous liste pas tous les critères, mais par exemple, quand on veut faire de l'autonomie dans une voiture, quand on dit on voudrait avoir 800 km d'autonomie, sans trop augmenter le toit, sans trop augmenter le nombre de modules, on a intérêt à avoir une densité énergétique, c'est-à-dire des wattheures par kilo ou des wattheures par litre, selon qu'on regarde le poids ou l'espace, qui sont le plus élevés possible. Donc la course à la densité est importante. Et d'ailleurs, les Chinois, à un moment donné, avaient donné des subventions aux entreprises qui arrivaient à développer des batteries de plus de 300 wattheures par kilo. Ils sont vite revenus en arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, les questions de safety n'étaient pas réglées. Donc ils sont descendus à 250. Mais la densité énergétique est toujours un facteur clé dans la batterie. Donc on voit que selon le type d'application, et en fait c'est ça qui est intéressant, les batteries peuvent être différentes. Alors, quel type d'application avons-nous de façon générale dans notre environnement? Et on va voir que les batteries servent partout. J'ai mentionné les satellites. Les satellites, bien évidemment, il n'y a pas de station essence là-haut, il n'y a pas d'autre moyen de se... Donc il y a des panneaux solaires et il y a des satellites. Mais quand un satellite tourne autour de la Terre, il peut être privé de soleil et donc il a besoin de batteries. Puis pour faire marcher tout ce qui est à bord. Dans les avions, bien évidemment, les avions ne fonctionnent pas encore avec de l'électricité, même s'il y a des projets. Enfin, à mon avis, on est loin de faire voler un Airbus A350 ou 380 avec des batteries. Le poids est bien trop élevé, mais il y a des batteries qui servent pour les auxiliaires et qui servent aussi en cas de sauvetage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un film qui a été tiré de ça, un avion qui avait atterri sur la Hudson River il y a un certain nombre d'années. En fait, tout était tombé en panne, et c'est grâce aux batteries auxiliaires, qui étaient des batteries Saft, si je fais un peu de pub, et que le commandant, parce que tout le mérite revient au commandant en l'occurrence, qui a réussi grâce aux batteries Saft à faire jouer les volets et atterrir sur la Hudson River. Donc on voit que dans ces cas-là, le peu d'énergie qu'ont apporté les batteries ont permis de sauver X centaines de passagers. Les trains, pour ceux qui ont pris le Paris-Londres et qui s'arrêtent souvent dans le tunnel sous la Manche, parce qu'il y a de temps en temps des petites pannes, il est important d'avoir des portes qui s'ouvrent, de la lumière, des toilettes, etc. Mais tout ça, ce sont aussi des batteries qui sont dans les trains, qu'on met soit en dessous du châssis, soit au-dessus du châssis. Là encore, la taille est importante, puisque la taille prise par la batterie n'est pas de la taille prise par les passagers. Et donc, plus il y a d'espace pour la batterie, moins il y a d'espace pour les passagers. Donc à chaque fois, il
Il y a un équilibre à trouver. On parle beaucoup de Internet des objets. Alors l'Internet des objets, si on prend un exemple très simple, et en ce moment il y a pas mal de problèmes de transport, il y a des containers qui se promènent tous les jours sur la mer. Dans ces containers, on met des petites puces qui doivent avoir un peu d'énergie, donc on va mettre des batteries qui vont permettre de traquer ces containers. Et le tracking des objets est aujourd'hui une application assez courante des batteries. Alors bien évidemment, toutes les batteries dont je viens de vous parler n'ont pas la même utilisation, n'ont pas forcément la même chimie, n'ont pas forcément la même taille, mais on voit que les domaines d'application sont extrêmement nombreux. Pareil, quand on a des plateformes de pétrole offshore ou même de l'éolien offshore, on a besoin d'avoir des batteries qui permettent de délivrer l'électricité. Et sur les renouvelables, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on parle de réduction de l'empreinte carbone, bien évidemment, le développement des renouvelables est le second marché en importance après celui des voitures, ou sera le second marché en importance après celui des voitures, ce dont on a parlé tout à l'heure. Les données, les data centers, aujourd'hui on ne parle que de data centers, tout à l'heure on parlait des évolutions et des macro-tendances. Une des macro-tendances, c'est qu'on est de plus en plus numérique, c'est qu'il y a de plus en plus de données. Mais tous ces data centers, si le réseau électrique tombe en panne, bien évidemment, ils sont embêtés. Donc un certain nombre de data centers sont backupés par des gensets, en fait, des générateurs diesel. Alors, premièrement, il faut pouvoir apporter l'énergie aux générateurs diesel. Deuxièmement, c'est polluant. Donc, et troisièmement, ça ne répond pas de façon instantanée. Donc de plus en plus, avec les data centers, on a des batteries de puissance qui permettent de faire le backup de toutes ces données. Bon, je vais finir par un exemple sur les compteurs. En France, on a beaucoup parlé du compteur Linky. Le compteur Linky, c'est un compteur intelligent, mais il y a des compteurs à eau, il y a des compteurs à gaz, il y a des compteurs électriques. Et tous ces compteurs, en fait, ont des petites batteries. Parce que quand ça tombe en panne, par exemple, je prends un pays comme la Chine, nous on vend ce type de batterie pour des compteurs en Chine. Quand la batterie tombe en panne, premièrement, l'opérateur n'a plus accès aux données de l'utilisateur, il ne peut pas être payé. Puis deuxièmement, les services après-vente qui doivent aller réparer ça ont un petit problème parce que ce sont toujours dans des régions un peu difficiles. Et d'ailleurs, la pandémie, à ce titre-là, a retardé un certain nombre de projets, que ce soit dans les renouvelables ou que ce soit dans les compteurs électriques, parce qu'on avait du mal à installer tous ces projets dans les pays et aller chez les gens, ou aller sur des terrains qu'on envisageait d'avoir pour les installations. Alors, ça, ce sont toutes les applications. Donc, on a vu les macro-tendances, on a vu la croissance des activités, on voit toutes les applications. Maintenant, qui fournit des batteries ? Donc, j'ai parlé un tout petit peu de Saft, mais Saft n'est pas l'unique acteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez les acteurs en Europe et aux États-Unis, bien malin qui pourra donner plusieurs noms. Parce qu'en fait, c'est un marché qui a été laissé aux Asiatiques pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Total a acheté Saft, non pas parce qu'on était français, mais parce qu'en faisant le screening des cibles possibles, ils se sont rendus compte que les cibles possibles étaient très très limitées. Soit c'était des très gros. Alors par exemple, ça a commencé au Japon. Au Japon, il y a principalement Panasonic. C'est-à-dire quand on dit Tesla fait des batteries, Tesla commence à faire des éléments de batterie, mais le vrai acteur derrière Tesla au départ était Panasonic. Et maintenant, Tesla s'allie avec les Chinois. Donc on voit qu'au Japon, il y a un ou deux acteurs comme Panasonic. En Corée, il y a 3 ou 4 acteurs comme Samsung, LG, SK Innovation. Donc la Corée a développé une activité de batterie assez importante et s'est tournée forcément vers l'international, et en particulier à partir de tous les biens de grande consommation comme les téléphones portables. Et ça leur a donné une force de frappe assez importante. Et aujourd'hui, beaucoup de voitures électriques ou hybrides fonctionnent avec des batteries coréennes. Et en fait, la grande nouveauté sur les 5 ou 6 dernières années, c'est l'arrivée des Chinois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la stratégie des différents acteurs. C'est-à-dire que les Chinois ont déclaré que ce qui était important, c'était la batterie. C'était pas la voiture, c'était pas le satellite, c'était pas les activités dans lesquelles allaient les batteries, c'était la batterie en elle-même, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était le cœur du système. Et là, ils ont dit, on va donner des subventions et promouvoir le développement d'acteurs de batterie. Et aujourd'hui,
on va parler des projets européens, mais on peut dire que depuis 5 ans, il y a probablement une centaine d'acteurs qui se sont développés en Chine avec des capacités de plusieurs gigawattheures. Aujourd'hui, il n'y a pas un acteur américain, pur américain, qui a des capacités de cet ordre-là. Nous, Saft, avec le projet ACC, on verra que c'est ce qu'on est en train de bâtir, mais Saft, en tant que société standalone, va avoir 1 ou 2 gigawattheures de capacité, mais loin des capacités faites par les Chinois. Donc c'est important de voir que les acteurs chinois, asiatiques en général et chinois en particulier, dominent ce monde aujourd'hui. Par exemple, nous, en fait, Saft, on a fait une joint venture pour adresser le marché chinois avec un acteur chinois qui s'appelle Tianeng. Bon, je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient entendu parler de Tianeng. Tianeng, c'est eux qui développent des batteries pour les scooters électriques. Nous, on n'a pas encore de scooters électriques. Moi, j'étais à l'expo de Shanghai en 2010, il n'y avait pas un bruit, tous les bus étaient électriques, tous les scooters étaient électriques. C'est intéressant. Et les bus, d'ailleurs, les bus dans le monde, quand vous prenez, il doit y avoir 400 000 bus électriques dans le monde, il doit y en avoir 95% qui sont énergisés, entre guillemets, par des batteries chinoises. Donc en fait, profitant de cette avance, à la fois de calendrier, à la fois de marché intérieur, et à la fois dans certaines applications, les Chinois commencent à se déployer un peu partout dans le monde. Alors, ce marché qui est dominé par les acteurs asiatiques, en fait, commence maintenant à susciter l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs européens. Alors, le but qu'on s'est fixé, c'est de fabriquer, c'est de bâtir un champion européen. Parce qu'il n'est pas question de laisser un leadership comme ça, compte tenu du nombre d'applications, c'est pour ça que j'ai passé du temps sur les applications, à des acteurs qui maîtriseraient pas seulement la performance liée à la batterie, mais maîtrisent la performance, après peuvent maîtriser la location, ils peuvent très bien dire, bah tiens, je veux pas donner de batterie à ce moment-là parce que j'en ai plus, et puis les laisser pour leur marché intérieur, qui maîtrisent le coût, donc le prix. Donc on voit que de laisser, et comme le disait justement votre président, 30 à 40% du coût d'une voiture électrique, c'est la batterie. Donc c'est le coût, c'est la performance, c'est la location. Donc on s'est dit, il faut bâtir un champion européen. Et à ce titre-là, un commissaire européen qui s'appelle Maroš Šefčovič a dit, ce qui est important, c'est pas la batterie, c'est toutes les applications qui sont derrière. Donc faisons en sorte de bâtir un champion européen. Pour mémoire, il doit y avoir plus de 10 millions de personnes qui travaillent dans l'automobile en Europe. Donc si 40% du coût c'est la batterie et que la batterie n'est pas maîtrisée en Europe, je ne vais pas dire que ça fait 40% des emplois, mais ça fait quand même un certain nombre d'emplois. Alors, en Europe, on n'a pas à rougir, on a la technologie. Parce que souvent on dit, oui d'accord, mais en Europe vous êtes en retard. Alors pas du tout. En fait, en Europe, on maîtrise la technologie. On la maîtrise même probablement beaucoup mieux que la majorité des acteurs chinois. Et tout au long de la chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, on a des sociétés, j'ai parlé de ça, qui maîtrisent la technologie, on a des clients, on a des sociétés qui maîtrisent les systèmes, et nous, en R&D, par exemple, nous avons fait un accord au niveau européen avec Solvay, qui maîtrise les polymères, avec Umicore, qui maîtrise les matériaux de cathode, avec Manz, un acteur allemand, qui maîtrise les équipements. Donc on voit que si on prend tout le long de la chaîne dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les matières, la cellule, le système, l'intégration de ce système, et voire même le recyclage, en plus des clients, on a absolument tout ce qu'il faut en Europe pour être des champions tout le long de cette chaîne. Alors c'est pour ça que cette initiative européenne a permis de lancer, enfin premièrement de susciter l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs et de lancer une industrie européenne. Alors cette industrie européenne, elle est en devenir, parce que probablement on part en retard en termes de capacité par rapport aux acteurs asiatiques, mais honnêtement, on a une vraie carte à jouer. Il ne faut absolument pas qu'on laisse les Asiatiques maîtriser cette technologie. Et je ne parle pas seulement pour mon domaine, Saft, c'est quelques milliers de personnes. Je parle en fait pour l'ensemble de l'industrie européenne. Ce serait vraiment dramatique. Alors les projets aujourd'hui, on voit une dizaine de projets en Europe qui se montent. Un certain nombre sont des projets qui sont des projets asiatiques. Et c'est bien ça qu'il faut limiter. Par exemple, moi je vends des batteries en Chine, je vais avoir 12% de droits de douane. Les Chinois vendent des batteries en Europe, ils vont avoir 2% de droits de douane. Donc ce qu'on demande, c'est pas une préférence nationale, pour reprendre des termes connus, c'est plus une réciprocité. Que le jeu soit égal entre vendre en Asie ou vendre en Europe.
En Europe, qu'est-ce que nous avons bâti? Alors, comme je le disais, nous avons bâti avec Stellantis une joint venture, 50% Total Saft, 50% PSA Opel, pour bâtir ce champion européen. Donc le président Macron est venu inaugurer une ligne pilote dans une de nos usines que nous avons à Nersac, près d'Angoulême en France, il y a 1 an. Cette ligne pilote commence à produire des prototypes de batteries pour l'automobile. Et en fait, bien évidemment, derrière, nous allons construire des gigafactories, en fait. Les premiers sites choisis sont ceux de Douvrin, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, où nous allons construire 24 gigawattheures. Et un autre site est à Kaiserslautern, en Allemagne, où nous allons construire 24 gigawattheures. C'est un investissement de plusieurs milliards, donc c'est important, qui est à la fois de l'equity donné par les actionnaires, à la fois de la dette, et à la fois des subventions qui sont données par les gouvernements allemands et par les gouvernements français, suite à une autorisation de l'Europe. Le but, bien évidemment, c'est d'être compétitif. En termes de performance et de technologie, aucun doute qu'on peut être compétitif. En termes de coûts, on a bien regardé, ce ne sont pas des industries, en fait, qui sont tellement labor intensive. Donc, en fait, on peut, avec des systèmes automatisés, avoir une compétence, surtout qu'en fait, on a des ingénieurs très compétents. Donc en fait, la compétence des équipes permet de limiter le nombre et on s'est aperçu qu'on pouvait être extrêmement compétent. En France, on a une chance unique. Alors on a une chance unique, pourquoi? Parce qu'on a de l'énergie décarbonée. Cette énergie décarbonée, bien évidemment, en termes d'empreinte CO2, permet de limiter l'empreinte CO2 d'une activité en France, voire en Europe, dans certains pays d'Europe, par rapport à l'empreinte carbone que peuvent avoir des acteurs chinois qui, en plus de ça, doivent transporter leurs batteries, c'est pour ça qu'ils s'installent en Europe aussi, doivent transporter leurs batteries. Alors ils s'installent en ex-Europe de l'Est maintenant, où l'énergie n'est pas encore vraiment décarbonée. Donc on a un avantage sur le CO2 footprint, à peu près tout le long de la chaîne, avec notre énergie décarbonée. Donc on voit que on a des avantages technologiques, on a des avantages de compétences, parce qu'on a vraiment un vivier d'ingénieurs en Europe et en France qui est extrêmement bon. On voit qu'on a des avantages aussi en footprint CO2. Alors maintenant, le jeu, il est aujourd'hui, mais il est aussi dans le futur, donc il faut qu'on soit absolument les meilleurs en termes de technologie. C'est pour ça que j'ai mentionné la joint venture qu'on a fait avec nos partenaires européens, comme Solvay, Siemens, Manz ou Umicore, parce qu'en fait, il faut bâtir la technologie de demain. Et je disais que toutes les batteries n'étaient pas égales, mais en fait, les batteries progressent. Et les batteries progressent, quand on parle du lithium-ion aujourd'hui, il y a 100 ans, c'était des batteries au plomb. Donc les batteries au plomb ont des tas de qualités, mais elles sont lourdes, elles sont encombrantes, et puis surtout, elles peuvent avoir une mort subite. Donc c'est ce qu'on a tous expérimenté dans nos voitures. Et elles sont polluantes. Et elles sont polluantes. Donc en fait, c'est ce qu'on a tous expérimenté dans nos voitures, c'est que la batterie s'arrête d'un seul coup, qu'est-ce qu'on en fait? On la met sur le bord de la route. Je dis on, pas nous dans cette audience, mais d'autres. Donc on voit que c'est polluant et on voit que c'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, petit à petit, les progrès sur la technologie permettent d'augmenter la densité énergétique, d'augmenter le niveau de recyclage. Et juste pour donner un exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de matériaux comme le cobalt. Donc il y a des batteries dans la famille du lithium-ion, il y a des batteries qui sont NMC, nickel, manganèse, cobalt. On s'aperçoit que de plus en plus, il y a des évolutions vers des batteries sans cobalt. Alors, le cobalt, en l'occurrence, c'est plus un problème de rareté du matériau et aussi un problème d'éthique, puisque le cobalt est souvent extrait dans des mines de République démocratique du Congo, qui répondent pas toujours aux normes de corporate social responsibility qu'on peut avoir dans les grands groupes. Donc, on voit que les chimies évoluent. Avec des chimies qui évoluent, on peut utiliser des chimies qui sont plus, je dirais, courantes. Typiquement, le cobalt va être remplacé par des batteries au phosphate, par exemple. Donc, on s'aperçoit qu'en utilisant d'autres matériaux, on peut atteindre des performances comparables avec des matériaux qui sont moins critiques. Et on peut recycler, c'est-à-dire qu'en fait, la chaîne de la batterie commence dans la mine et se termine au recyclage et aux usages des batteries. Alors, qu'est-ce que c'est que le Graal aujourd'hui de la technologie? C'est les batteries qu'on appelle tout solides. Donc, le rêve de tous les ingénieurs dans les sociétés de batteries et le rêve de tous leurs clients, c'est d'avoir des batteries tout solides. Pour faire très simple, une batterie tout solide, c'est une batterie qui a de l'électrolyte solide.
Et pour ceux qui ont fait un tout petit peu de chimie, on sait que les ions passent assez facilement dans un liquide ou un polymère chauffé à 60 degrés, mais a beaucoup plus de mal à passer dans un matériau solide comme celui d'une table à température ambiante. C'est pour ça d'ailleurs que les voitures Bolloré étaient toujours avec un pistolet chargé pour les charger, pour maintenir à la bonne température le polymère qui permettait aux ions de passer. Et cette technologie solide, eh ben, premièrement, elle sera plus sûre, parce qu'en fait c'est par définition l'électrolyte qui est inflammable, elle sera moins coûteuse, parce qu'il y a moins de matériaux, et en fait comme elle est plus sûre et qu'on a plus de facilité à augmenter la densité énergétique, elle pourra atteindre des densités énergétiques qui sont 2 fois plus élevées que celles qu'on a aujourd'hui. Donc on voit que pour plein d'applications, ce sera utile. Alors les applications, on les connaît, hein, ce sont les applications bien évidemment dans les voitures, mais on peut parler aussi d'applications, je parlais d'avions électriques, ce qu'on appelle les VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Donc pour des petits avions, on pourra envisager des décollages et des atterrissages et du trajet avec des batteries électriques, et sinon on pourra avoir au moins des batteries électriques quand on est en l'air. Dans les trains, on commence déjà à le faire, c'est la traction. La traction grâce aux batteries permet par exemple d'éviter de mettre des containers, des caténaires au-dessus des rails, donc ça permet de conduire un train vers son entrepôt ou de faire un certain nombre de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres quand il est en panne. Donc on voit qu'il y a plein d'applications, et celle des véhicules électriques est bien évidemment, compte tenu de la densité énergétique, donc de l'autonomie et de la safety, une application majeure, tout comme l'est celle des énergies renouvelables. Donc en fait j'ai commencé ce petit discours en disant que la batterie était la technologie d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus que la batterie est aussi la technologie de demain, demain étant dans les 10 prochaines années. Ça ne veut pas dire que c'est l'une ou l'autre des technologies, ce seront l'une et l'autre des technologies, c'est-à-dire qu'il y aura des batteries, il y aura très certainement de l'hydrogène, on en parle de plus en plus, mais bâtir un réseau va prendre du temps, et puis il y aura peut-être d'autres technologies qui vont émerger. Mais ce dont je suis certain, je dis les 10 prochaines années, que dans les 15 prochaines années, toutes les applications dont je vous ai parlé profiteront des batteries et des progrès que nous faisons dans ce domaine-là. Il y a sûrement beaucoup de questions. Moi, j'étais très intéressé aussi par le côté technique. Vous avez parlé de la batterie solide, donc j'en ai beaucoup entendu parler, donc je ne sais pas si elle arrive. Je lis de temps en temps qu'il y a des batteries pour les voitures qui peuvent se charger en 5-10 minutes même, enfin très rapidement, qui viennent d'Israël ou d'ailleurs. Je vois que, par exemple, aux États-Unis, il y a maintenant des discussions pour dire batterie plus renouvelable, c'est moins cher que le gaz finalement, etc. C'est peut-être pas encore tout à fait ça, mais c'est en route, quoi. Hein. Et donc, j'espère que Saft et vos gigabatteries pourront l'emporter, si je puis dire, d'une large tête sur vos concurrents grâce à ces innovations techniques. Alors, vous nous avez un peu alléché là-dessus, sur la batterie solide en fin d'exposé. Mais en tous les cas, toutes ces applications, oui, c'est magnifique. Et en effet, c'est tout à fait stratégique. Donc, peut-être que maintenant, c'est à l'heure des questions. Il doit y en avoir beaucoup. Il y a une augmentation très claire des performances et il y a une baisse des coûts très claire depuis 10 ans et ça va continuer. Alors, c'est pas parce que les coûts baissent ou que la performance augmente que la durée de vie va diminuer. Je pense que selon l'application et selon la chimie qu'on utilise, on va pouvoir avoir telle ou telle durée de vie. Et par durée de vie, d'ailleurs, il va y avoir la durée de vie d'une batterie qui sert une fois de temps en temps. Nous, Saft, on avait envoyé une petite batterie sur la navette spatiale qui était arrivée sur la comète Rosetta il y a un certain nombre d'années. Et en fait, ça avait permis, après 10 ans dans l'espace, d'ouvrir les panneaux solaires. Donc on voit que cette batterie-là, elle devait avoir une durée de vie de 10 ans, mais pas pour marcher tous les jours, pour marcher une fois au bout de 10 ans. C'est un exemple de durée de vie. À l'inverse, comme je l'ai dit, et dans les énergies renouvelables, c'est le cas, on peut avoir besoin de cycler plusieurs fois par jour et d'avoir besoin de 5000, 6000 cycles pour une batterie. À titre d'exemple, une automobile, c'est 1000 ou 2000 cycles. Donc on voit que selon la chimie qu'on va utiliser, j'ai mentionné le phosphate, j'ai mentionné le manganèse cobalt, mais il y a d'autres technologies aussi, on va pouvoir adapter les performances des batteries. Donc je ne pense pas qu'il y ait un impact direct entre la baisse des coûts et la performance de la batterie. Certaines technologies coûtent moins cher et peut-être dureront moins longtemps, mais ce seront pour des applications qui dureront longtemps.
Concernant les voitures, et on va en venir à l'économie circulaire derrière. Concernant les voitures, les batteries aujourd'hui de voitures sont censées durer 7-8 ans, si je reprends ce que j'ai entendu des principaux OEM. En première vie. En première vie. Et en fait, la première vie d'une batterie, c'est on arrête ou on changera la batterie d'une voiture quand on ne pourra plus la charger à plus de 70 ou 80% de sa capacité initiale. Donc on voit que la batterie, effectivement, peut encore servir certaines applications. Maintenant, elle ne pourra pas servir toutes les applications. Parce qu'en fait, les batteries de voiture n'ont pas été conçues pour faire des milliers de cycles. Donc selon l'utilisation qui a eu lieu pendant les 7 ans, on va pouvoir déterminer peut-être des champs d'application pour la réutilisation de ces batteries de seconde main. Mais le modèle économique reste encore à définir, les applications restent à définir. Ça n'enlève pas la question que ce soit une batterie de première main ou une batterie de seconde main, si on trouve le bon modèle économique et la bonne application, il va y avoir d'ici 5 à 10 ans un certain nombre de batteries qu'il va falloir recycler. Alors, comment recycle-t-on ces batteries? Parce qu'effectivement, on entend tout et son contraire là-dessus. Est-ce que c'est écologiste, pas écologiste, CO2 free, pas CO2 free? En fait, le premier critère sur toute la chaîne de batterie, c'est tout ce qui se passe au niveau des mines et des matériaux de cathode. Donc, quand il y a des matériaux qui sont critiques et qu'on fait ça avec de l'énergie carbonée, bien évidemment, on est en train de polluer et d'utiliser des ressources rares. Plus on s'oriente vers des matières, des matériaux qui sont moins rares avec de l'énergie décarbonée, plus on a des empreintes CO2 qui sont réduites. À titre d'exemple, parce que nous on a regardé, je vais reprendre les amis chinois, et si on fait ça en Europe ou en France, en fait on a des ratios d'émissions de CO2, footprint CO2 pour la construction d'une batterie, y compris les matériaux en amont, qui va du simple au double. Donc on s'aperçoit que sur une même batterie, tout n'est pas égal. Donc si on le fait avec de l'énergie propre, si on le fait avec des chimies qui sont non rares, et qu'on arrive à construire la batterie dans des pays où l'énergie est plutôt décarbonée, on s'aperçoit qu'on arrive à diminuer de façon conséquente l'empreinte CO2. Ça, c'est l'amont de la chaîne. En aval de la chaîne, le recyclage, pareil, il y a des technologies de recyclage qui s'améliorent de jour en jour. Donc le but, et d'ailleurs il y a des procédés, et ça aussi il y a des progrès sur les process que j'ai pas mentionnés, c'est comment en fait en récupérant les chimies de ces batteries, on arrive à récupérer les chimies initiales. Puisqu'en fait ces chimies on les mélange, on fait des cathodes ou on fait des anodes, et puis en fait derrière, on peut récupérer les chimies qui sont sur les anodes et les cathodes, et les recycler. Alors il y a des grandes sociétés en Europe qui font ça, comme Umicore, comme BASF, qui se lance dans le marché du recyclage, puisque le marché du recyclage, il est plutôt à venir qu'actuel, mais annonce des taux de récupération de ces chimies qui sont au-delà de 90%. Donc on voit que l'économie circulaire et l'utilisation d'énergie décarbonée permet d'avoir une empreinte CO2 qui est quand même bien moindre que celui d'une voiture thermique. C'est très simple, je pense que de façon générale, la chaîne du recyclage aujourd'hui est encore balbutiante. Nous, chez Saft, en fait, on a des chaînes de recyclage et on a des accords avec des recycleurs sur des technologies qui sont plus nickel-cadmium, donc dans tous les pays du monde, parce que ça, je dirais que c'est pas une obligation, mais c'est une obligation d'un acteur reconnu sur le marché. En ce qui concerne le lithium-ion, les technologies sont un petit peu plus compliquées. Les chaînes de recyclage se mettent en marche. On a des acteurs en France, comme Snam par exemple, qui ont de la compétence. On a des acteurs en Europe qui se montrent comme Umicore et comme BASF, mais je pense que le marché du recyclage n'est pas encore... En fait, de la même façon que le marché du véhicule électrique est encore en accélération. Alors les chiffres, on dit on a progressé de 100%. Enfin, quand on progresse de 100% sur un petit nombre de voitures, c'est plus facile que de progresser de 100% quand on a un nombre de voitures important. Bon, mais je pense que pour le recyclage, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le marché du recyclage, pour qu'il soit économiquement viable et qu'on ait les bonnes technologies, ça va prendre encore quelques temps. Mais en Europe, je pense que les Européens, et moi les entreprises européennes que j'ai vues, ont une vraie culture de cette économie circulaire. Donc en fait, il y a une volonté de le faire, il y a des investissements qui sont déjà en cours, et on fait progresser cette chaîne.
Est-ce que c'est 100% au point aujourd'hui? Non, pas encore, mais ça va le devenir. Bien évidemment, en fait, je crois que la force d'une société comme Saft et d'un acteur mondial des batteries, c'est pas seulement d'assembler. Et très souvent, d'ailleurs, on me dit, ben oui, mais c'est facile, il suffit de mettre l'usine en place. Non, il faut pas croire ça. En fait, une usine se met en place, il y a des salles sèches, il y a des matériaux qui peuvent être difficiles à manipuler ou critiques à manipuler. Donc tout ça, ça demande un savoir-faire qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, je pense, et c'est probablement vrai pour toutes les usines de chimie, mais je connais pas suffisamment le domaine de la chimie en général, en tout cas dans le domaine des batteries, il y a une énorme question de savoir-faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a des clients depuis 100 ans, et je fais pas de la pub pour Saft, je dis simplement, je pense que les clients reconnaissent la compétence de nos opérateurs. Ça commence pas par le top management, ça commence par les opérateurs qui savent manier, justement. En fait, on va faire des salles dans lesquelles on va mesurer les taux de différents gaz qui pourraient s'échapper de batteries. On va mesurer comment est-ce qu'on manipule le lithium ou d'autres matériaux qui peuvent être critiques. Et on forme bien évidemment nos opérateurs. Ils n'ont pas le droit d'aller manipuler certains produits s'ils n'ont pas été formés pendant un temps important. Donc la formation de nos opérateurs, la compétence de nos opérateurs est absolument critique dans la fabrication d'une batterie. Il suffit qu'il y ait une poussière de métallique près des électrodes pour que la batterie derrière ait des courts-circuits. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une question de technique et il y a une question de savoir-faire. Sur le territoire français, si on prend, je vais prendre, Saft a une empreinte assez globale, hein, puisqu'on a 15 usines dans le monde, et on en a 3 en France. Donc on en a une à Poitiers, une à Nersac près d'Angoulême et une à Bordeaux. Sur ces 3 sites français, on emploie 1500 personnes. Le taux de rotation est assez faible d'ailleurs. Je pense que les employés de Saft sont très fidèles, parce qu'ils doivent bien aimer leur métier, et puis parce que ce sont vraiment des passionnés. Donc là, ça dépend de la croissance, de nos marchés, mais on fait on a un taux d'emploi qui, on va pas parler de centaines de personnes. Je crois que cette année, on doit employer quelques dizaines de personnes en plus. Alors il se trouve qu'on vient de la pandémie, donc on a quand même une visibilité sur l'année qui vient qui est assez faible, mais on est plus de l'ordre de quelques dizaines en France sur Saft à proprement parler. Si on parle d'ACC, qui est la société la joint venture que nous avons montée avec Stellantis, nous montons une ligne pilote à Nersac, où on a déjà, ça a été officiellement lancé il y a un an, on doit avoir 150 personnes aujourd'hui, donc des nouveaux emplois. On va en avoir encore une petite centaine, et on développe l'usine de Douvrin, puisque la première usine de ce projet va être à Douvrin dans les Hauts-de-France. Et là, on parle entre 1000 et 2000 personnes à terme, quand il y aura les 24 gigawattheures. Maintenant, est-on totalement sûr qu'il faudra 24 gigawattheures ou en faudra-t-il plus? Donc en fait, l'appétit venant en mangeant, ça dépendra des ventes de véhicules électriques. Mais si les ventes de véhicules, quand on prend les fourchettes basses et les fourchettes hautes de véhicules électriques, on s'aperçoit que l'ambition d'un acteur des batteries augmente. Pour donner des exemples, CATL et Volkswagen viennent d'annoncer 300 gigawattheures à horizon 2030. Donc c'est énorme. Elon Musk, qui est très certainement un peu mégalo, mais qui est quand même un génie et qui a aidé à bien faire progresser ce monde-là et le monde de la voiture électrique, il a dit que lui, il aurait 3 térawattheures, c'est-à-dire 3000 gigawattheures. C'est plus que ce qu'on voit sur le marché. C'est pour ça qu'on a un problème à réconcilier les chiffres. Mais je pense que l'ambition venant au fur et à mesure, plus on aura du succès, plus on pourra produire, plus on peut produire, plus on peut embaucher. Réelle indépendance. En fait, on est quand même dans un monde globalisé. Donc de dire que 100% de toutes les matières qu'on utilise dans une batterie proviendront de l'Europe, je pense que c'est un peu utopique. Comme ça l'est dans n'importe quelle industrie. Donc la question, c'est pas tant est-ce qu'on est 100% dépendant d'un pays, c'est est-ce qu'on a plusieurs sources qui nous permettent en cas de problème de ne pas être dépendant d'un seul pays ou d'une seule source. Je pense que c'est ça la problématique. Maintenant, en Europe ou dans les pays limitrophes de l'Europe, on a, dans le monde occidental, je dirais qu'on a à peu près toutes les matières
dont on a besoin pour l'instant quand on parle de nickel. En fait, la matière qui est la plus critique en termes de provenance aujourd'hui, c'est le cobalt. Bon, mais le cobalt, comme je l'ai dit, on a bon espoir de limiter fortement son utilisation dans les batteries. Il y en a en Nouvelle-Calédonie. On a du nickel en Nouvelle-Calédonie et effectivement, on a un peu de cobalt en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde, j'étais un peu gêné sur la question européenne, mais quand on regarde les pays amis ou la Nouvelle-Calédonie, même si c'est pas tout près, on s'aperçoit qu'il y a des... La question, c'est pas tant la provenance, c'est d'investir suffisamment pour extraire des mines ou des gisements qui existent, les matériaux dont on a besoin, et c'est pas seulement de l'extraction, c'est de l'extraction et du raffinage, entre guillemets, de ces matériaux. Donc il faut les extraire, il faut les raffiner, après il faut les combiner pour faire des matériaux de cathode, et après on les utilise dans les batteries. Donc on s'aperçoit qu'il y a toute une chaîne, mais qui peut être relativement indépendante de nos partenaires chinois. Si les Chinois n'achètent pas les mines qui sont ailleurs. En effet, le vélo électrique, c'est un incroyable succès, quoi. C'est dans les projections sur l'avenir des villes, c'est sans doute le mode de transport qui l'emporte sur tous les autres. Bon, donc il y a des batteries. Est-ce que ces batteries sont produites en France? Est-ce qu'on les recycle en France? Ça commence, etc. Hier, on a annoncé Eramet Veolia. Enfin, chacun se prépare à ce beau marché. En Australie, alors c'est Tesla, donc est-ce que c'est Panasonic? Moi je ne sais pas. Tesla a offert, ou a produit en Australie une gigantesque batterie qui est capable pendant, je ne sais pas, 4 minutes ou peut-être seulement, de suppléer à l'électricité du réseau, quoi, hein. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une quantité extraordinaire d'applications, et sans doute même on annonce des batteries quasiment organiques, des batteries avec qui presque naturelles en quelque sorte, avec des matériaux naturels. On nous dit même que les bâtiments dans un quartier pourraient servir de batterie ou stocker l'électricité en mettant un petit peu de charbon dans le béton, etc., etc. Enfin, il y a une extraordinaire palette, si je puis dire, d'inventions qui tourne plutôt autour de l'électricité, disons, que de la batterie elle-même traditionnelle dans laquelle vous êtes engagé. Donc c'est tout. Moi j'étais passionné, si vous voulez, par le développement de l'électricité un petit peu partout dans le monde et ses applications, quoi. Et donc il semble que le stockage de l'électricité, c'est en voie d'être résolu, quoi. Oui, non, mais moi je suis comme vous, hein, je suis très excité par toutes ces inventions. Alors vélo électrique, en l'occurrence, j'en ai un depuis pas très longtemps, et ce matin ma batterie est tombée en panne. Bon, alors j'ai regardé, batterie chinoise évidemment. Bon. Est-ce qu'il y a des acteurs en Europe de batteries pour vélo? En fait, il y en a très peu. Il y en a très peu parce que ça correspond à des caractéristiques particulières. Il y a des intégrateurs de modules chinois, mais j'ai aucun doute que pour tous ces... Et puis ce sont des batteries qui finalement sont assez faibles en termes de puissance, mais j'ai pas de doute que petit à petit on y arrivera. En ce qui concerne l'Australie, oui, on voit que dans les énergies renouvelables aujourd'hui, j'ai vu une statistique, alors je sais pas si elle est vraie, mais je vous la partage comme ça, que sur l'ensemble des parcs solaires qu'il peut y avoir, plus de 80% seraient équipés de batteries dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est totalement complémentaire. Et c'est ce qui s'est passé en Australie, ou c'est ce qui s'est passé au Texas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit qu'il y a un blackout du réseau électrique, on a envie d'avoir une solution de backup. De la même façon qu'en Californie, les nouveaux règlements pour les nouvelles maisons, il faut avoir des batteries dans la maison collective pour si jamais, comme il arrive souvent en Californie maintenant malheureusement, pouvoir suppléer à la panne. Absolument, absolument. Et c'est vrai que tout ce qui est résidentiel demande également des batteries. Et on voit qu'il y a des applications, il y a des tas de campus, par exemple, que ce soit des campus militaires ou des campus de sociétés privées, qui veulent avoir leur propre réseau électrique parce que ça devient trop important. Soit parce qu'ils ont un data center, soit parce qu'en fait, ils veulent pas arrêter leurs opérations. Maintenant, est-ce que c'est le Graal? Je vais vous dire, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est la technologie d'aujourd'hui et de demain, parce que je pense qu'aucune technologie n'est capable de stocker l'énergie de cette façon-là. Il y a bien sûr tout ce qui est hydraulique, qui est
probablement la première source de stockage d'électricité, mais faut-il encore avoir des barrages, des montagnes, et puis on peut pas en faire partout, et c'est moins accessible qu'une batterie qui peut se déplacer. Il y aura très probablement l'hydrogène. La question, c'est le coût d'un réseau plus la sécurité. Donc il y a d'autres questions qui se posent. Et ces deux systèmes correspondront aussi à d'autres. Il y a des batteries de chaleur même, c'est-à-dire qu'on stocke aussi la chaleur. Et les batteries de chaleur, absolument, oui, tout à fait. On a toujours du mal à évaluer la demande. Mais quand nous, on a fait des petites études, parce que quand même, faut pas être, c'est ce que ferait n'importe quel industriel. Quand on regarde de la demande en véhicules électriques, qui représente, mettons, 80% des besoins en batterie à horizon 2030. Quand on regarde les besoins en matériaux, on se dit qu'il y a extrêmement peu de besoins critiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où on se dit, tiens là, il va y avoir une rareté de ce matériau et on va vraiment être embêté. Est-ce que momentanément, on peut avoir un certain manque de matière? La réponse est oui, parce que ça dépend de la vitesse des investissements. Mais les investissements sont là. Enfin, je parlais tout à l'heure de BASF, d'Umicore, de Solvay. Ils sont tous en train d'investir comme des malades. On parlait des ramettes. En fait, ils investissent tous aujourd'hui pour pouvoir extraire les matières et pour pouvoir les raffiner. Donc, je pense que sur les années... Alors, 70% de l'électrique, on aura aussi trouvé à ce moment-là d'autres matières qui seront plus abondantes. Je parlais du phosphate tout à l'heure. On parle aujourd'hui de batteries lithium-air, de batteries lithium-soufre. Est-ce que ce seront les technologies de demain? J'en sais rien, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur d'autres matériaux que ceux sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et ce sera ça aussi l'évolution des batteries. Alors, premièrement, effectivement, Total est un actionnaire merveilleux pour Saft, parce que Saft tout seul n'aurait pas eu autant d'ambition. Donc je pense que si on demande on m'a souvent demandé, mais que t'apporte Total? Total m'apporte l'ambition, parce qu'en fait une société comme Saft, que ce soit détenue par un fonds de private equity ou que ce soit en bourse, n'a pas les moyens et n'a pas la vision long terme que peut apporter un groupe comme Total. Donc ça c'est le premier point. Je pense que Total nous soutient, et ne nous soutient pas en termes financiers, nous soutient simplement en termes d'ambition et nous permet de réaliser une ambition à l'échelle européenne, voire mondiale. Ça, je pense que c'est le premier point. La JV que nous avons montée, c'est une JV pour bâtir le champion européen. En fait, elle comporte deux parties. Elle comporte une vision R&D, et cette vision R&D pour développer la technologie de demain, en fait, nous la faisons, j'ai mentionné Solvay, j'ai mentionné Siemens, j'ai mentionné BASF. En fait, il y a un certain nombre de sociétés européennes avec lesquelles nous développons cette R&D de demain. Chacun apportant sa petite pierre à l'édifice. Alors, il se trouve que Saft est un peu le coordinateur ou le maître d'œuvre de ce projet, mais c'est absolument fondamental dans le projet européen. Ça intéresse un petit peu moins les politiques, parce que c'est pas vraiment de l'investissement, c'est pas vraiment des emplois, mais c'est fondamental pour garder un leadership technologique. Donc ce qui intéresse plus, je dirais, les médias ou les politiques, c'est la création d'emplois, et là ce sont les capacités industrielles. Donc pour ces capacités industrielles, pour l'instant, on a volontairement limiter l'actionnariat à Stellantis et à Total Saft. D'autres sociétés nous ont contactés pour nous rejoindre et nous sommes en discussion avec un certain nombre d'entre elles pour voir l'intérêt pour ce champion européen, pour voir l'intérêt business et pour voir la compatibilité entre tous les membres potentiels. Si on prend l'histoire de l'industrie, on a vu les pure players, on a vu les modèles intégrés, on a vu les modèles désintégrés. Je pense qu'il y a plusieurs modèles industriels possibles. Ce qu'il y a de certain, c'est que compte tenu des volumes qui sont en jeu, et compte tenu de la part de l'automobile dans le marché des batteries, les constructeurs automobiles ont intérêt à avoir des alliances avec des fabricants de batteries. Et c'est ce qu'on voit au Japon, par exemple, où Toyota s'est allié avec Panasonic. C'est ce qu'on voit en Chine. Mais c'est pas pour ça que le modèle doit être complètement intégré, parce que le métier de l'automobile, c'est pas un métier de chimiste ou d'électrochimiste. Et le métier de l'électrochimie, c'est pas un métier d'automobile. Donc je pense que les deux doivent être clairement en partenariat. Après l'intégration ou la non-intégration, on voit pas beaucoup. Il y a Renault avait essayé de s'intégrer avec une filiale au Japon, AESC,
Pour des raisons diverses et variées, en fait, ils ont arrêté ce partenariat. Je suis pas certain que ce soit l'intégration la solution. Le partenariat est clairement une solution, et l'un et l'autre ont besoin de l'un et de l'autre. Ben, effectivement, la France, ce n'est pas la Californie, ce n'est pas le Royaume-Uni, ce n'est pas l'Australie. RTE fait des expériences, d'ailleurs, en particulier avec Saft, sur un projet qui s'appelle Ringo, pour regarder un peu les grid services qu'on pourrait remplir avec de l'énergie par batterie. Bien évidemment, je l'espère. Alors je l'espère parce que je pense que c'est utile pour le pays. C'est utile d'avoir cette combinaison, premièrement, d'énergie renouvelable qui toute seule ne suffit pas, et d'avoir cette combinaison d'énergie renouvelable et de batterie. Donc je ne peux pas me mettre à la place des autorités ou de la réglementation, mais ce qu'il y a de certain, c'est que nous, on participe à toutes ces expériences, qu'on les pousse, et qu'on a déjà des systèmes de ce type dans d'autres pays. Donc on est prêt. Alors, je ne suis pas un spécialiste des bâtiments, mais comme on le disait tout à l'heure, les panneaux solaires, progressivement, sont remplacés, c'est ce qu'on voit, par des panneaux solaires qu'on met sur les toitures, par des vitres qui seront photovoltaïques et qui permettront de capter l'énergie. Et bien évidemment, reliés à des systèmes de batterie. Alors on peut imaginer des tas de systèmes, mais je pense qu'en fait, c'est un écosystème dont on parle là. On parle d'un écosystème qui capte l'énergie comme les vitres ou les toitures photovoltaïques. On parle d'un système de batterie, on parle de système électronique parce que c'est aussi de l'autoconsommation. Comment fait-on pour rendre les gens plus responsables de leur consommation et donc permettre d'optimiser à la fois les capacités de stockage et les capacités d'attraction. Donc je suis pas suffisamment spécialiste pour en parler, mais c'est un domaine dans lequel il y a encore des grands progrès à faire, à mon avis. Et tout le monde est passionné par l'idée qu'un certain nombre de voitures électriques pourront mettre leur batterie à disposition soit de la maison, soit du réseau, profiter des heures creuses et des heures pleines, etc. Et là, c'est déjà en route en quelque sorte. Enfin, en tous les cas, Électricité de France travaille sur la question, et c'est un avenir qui est déjà en quelque sorte dessiné, quoi. Absolument, en fait, c'est le power to grid. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces voitures sur un parking d'aéroport, dans des garages, on se dit que c'est dommage de ne pas profiter de la capacité électrique que représentent tous ces systèmes. Donc il y a des expériences qui sont faites. On est encore dans un marché qui est un peu en devenir. Donc ce qui est absolument excitant, c'est qu'on voit qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a à la fois du gâchis, donc on va pouvoir mieux utiliser ce gâchis, hein, c'est le waste. Et je pense qu'on a encore des tas de grands projets à faire, aussi bien sur l'efficience énergétique que sur les usages, que sur les technologies. Premièrement, ne prenez pas pour de l'arrogance ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que c'est très important d'être toujours parano. Donc je suis pas du tout arrogant en disant on est les meilleurs. Quand je dis on n'a pas de complexe, vraiment quand je regarde les technologies qui sont développées, ce que je peux dire c'est qu'en Europe on maîtrise toutes ces briques technologiques. C'est pas de l'arrogance, c'est simplement des faits. Maintenant, que manque-t-il? Oui, le temps. Je pense que le temps est important, c'est-à-dire que de monter une usine, on n'est pas en train de parler d'une usine d'assemblage. De monter une usine, ça prend 2 ans. De tester une cellule électrochimique qui correspond aux besoins d'un OEM, en fait, d'un fabricant de véhicules électriques, ça prend également du temps, parce que chacun va avoir son format, chacun va avoir la capacité qu'il veut dans la batterie, chacun va avoir ses caractéristiques, donc on essaye de standardiser, c'est toujours un tout petit peu compliqué de standardiser. Donc je pense que la volonté politique est là. La volonté politique, vraiment, moi je l'ai vu aussi bien au niveau du gouvernement français qu'au niveau de la Commission européenne, c'est le premier IPCEI, Project of Common Interest, qui a été aussi vite. Il y en avait eu un sur les semi-conducteurs il y a quelques années, mais celui-là, il a débloqué des sommes considérables et il s'est fait relativement rapidement. Alors on est toujours frustré, ça a peut-être mis 2-3 ans, on se dit c'est jamais assez rapide. Mais n'empêche qu'on a réussi à mettre X pays européens d'accord et qu'à la fin, on bénéficie de subventions et on a lancé les projets. Donc maintenant, il faut du temps pour que tout ça se mette en route. Donc je pense pas que ce soit une volonté politique. Il y a des volontés industrielles, parce que les politiques tout seuls ou les gouvernements tout seuls ne peuvent rien faire. Et quand je prends Total ou que je prends Stellantis, leur ambition et la réalisation de leur ambition, ce qui compte à la fin, ce sont les actes. Ce que je vois, c'est que Total et Stellantis investissent
dans un tel projet des sommes considérables. Donc on a aussi un soutien des industriels. Maintenant, oui, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en fait, on se mette des barrières pour se protéger pas une préférence nationale, mais qu'on se mette des barrières pour mieux se protéger du lobbying de nos concurrents asiatiques pour protéger l'industrie européenne. Et comme on part avec un peu de retard, ben, il y a forcément une période pendant laquelle il faut protéger une industrie naissante. Sinon, ils peuvent nous envahir avec des produits à des coûts qui sont plus bas, à des prix qui sont plus bas, puisqu'en fait, la notion de PNL n'est pas forcément leur première notion. Et il faut permettre à cette industrie naissante de vivre en Europe. Donc il faut qu'on ait quelques petites mesures là-dessus. La question, c'est aussi de savoir si on a des goulots d'étranglement qu'il faut absolument traiter en priorité. Je dis ça parce que je pense que la question de la recharge des véhicules, des points de recharge, des standards de recharge, du fait de pouvoir payer partout en Europe, etc., est une question extrêmement importante pour nous. On est vraiment en train de pousser les collectivités locales, les villes et le gouvernement à sans arrêt être extrêmement attentifs à ce que la qualité et la quantité des bornes de recharge soient là. Et c'est quand même un point très important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, dans les voitures électriques, il y a deux utilisateurs sur trois qui sont ravis et il y en a un qui est moins ravi que les autres. Et donc, il y a eu, notamment aux États-Unis, des retours, quoi. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça parce que tout l'avenir aussi en dépend. Hein. La satisfaction du consommateur final est quand même très importante. Non, mais absolument. En fait, je pense que vous mentionnez plusieurs points importants. L'infrastructure, quand je parlais de l'infrastructure hydrogène tout à l'heure, l'infrastructure des batteries, et en particulier pour les véhicules électriques, c'est d'avoir des points de recharge. D'ailleurs, on a vu que Total vient de reprendre une série de points de recharge à Paris. Mais je pense qu'il faut qu'on ait suffisamment de points de recharge pour se permettre d'aller là où on veut. Sur la technologie, le temps de recharge est aussi important. Ah ouais. Parce que le temps de recharge, alors, est-ce qu'on pourra aller à des temps de recharge de l'ordre de la minute? J'y crois pas, parce que ça prendra toujours un certain temps. Faudra-t-il charger la batterie à 100% ou à 70%? Et puis, bon, il y a encore des questions qui se posent. Et puis, l'usage sera pas le même. Aujourd'hui, moi, j'ai une voiture hybride. Je fais pas mes recharges dans une station-service. Je les fais quand j'arrive dans mon garage, la nuit, ou donc quand j'ai un certain temps. Donc, on voit que les usages changent un petit peu. Donc, tout ça, il faut mettre ça en place. Et cette question-là est importante. Alors justement, la recharge en 10 minutes, disons, c'est quand même un objectif important. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, la recharge d'une batterie à 100% en 10 minutes, je ne pense pas que ce soit réaliste. Parce qu'en fait, plus on charge vite, c'est dangereux. Plus on va vieillir la batterie rapidement. Donc on a toujours un équilibre à trouver entre la durée de vie d'une batterie et le temps de charge. Je dis toujours, j'exagère un petit peu, mais c'est pour que ce soit simple. Maintenant, pour les usages, non mais en fait quand on regarde les usages d'une voiture électrique, on s'aperçoit qu'il y a des usages où finalement on a besoin de peu de kilomètres, qui est la majorité des usages. C'est-à-dire qu'en fait, les voitures urbaines vont faire quoi? 100, 200, 300 kilomètres. Elles n'ont pas besoin d'une batterie qui fait 600 ou 700 km. Parce qu'on parle toujours de la personne qui veut faire Paris-Nice le plus rapidement possible avec le chauffage à fond, etc. Mais ça, malheureusement, c'est difficile. Donc ce qu'il faut essayer, c'est d'augmenter l'autonomie des voitures qui ont besoin de faire 500, 600 km, puisqu'aujourd'hui on est plus de l'ordre de 400 km. Et ça, la chimie va permettre de le faire. Mais la majorité, un certain nombre de voitures, hein, les segments A et B, sont des voitures de taille plus petite qui n'ont pas besoin d'autant d'autonomie. Après, sur le temps de recharge, il y a plusieurs solutions. Alors certains, et ça a déjà été regardé, c'est est-ce qu'on peut échanger les batteries? Ça semble un petit peu compliqué, ça demande des problèmes ça pose des questions de working capital et puis d'emplacement. Faut-il charger rapidement 60-70% de la batterie et le faire deux fois? Ça, c'est probablement plus facile. Faut-il charger très vite, mais au risque de détériorer la batterie? Ça semble pas être la solution optimum. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on travaille tous sur le temps de recharge optimum. Et aucun de nous n'a envie d'attendre 1h30 dans un centre commercial perdu au milieu de nulle part quand on est sur la route des vacances, par exemple. Oui, en fait, on a fait part d'un certain nombre de nos suggestions, et nos suggestions sont principalement axées sur justement l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'empreinte CO2, l'économie circulaire,
On pense qu'on a une vraie carte à jouer en Europe là-dessus, et qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises pour justement limiter la pénétration d'acteurs asiatiques. Effectivement, l'efficacité d'une batterie, il y a quelques dizaines d'années, c'était exclusivement l'électrochimie. Et 100% d'efficacité, ou 99% c'était l'électrochimie, et puis il y avait 1% qui était la mécanique. Plus les systèmes deviennent complexes, et vous parliez tout à l'heure de ce système de Tesla en Australie qui fait plusieurs centaines de mégawattheures, quand on a plusieurs centaines de mégawattheures dans un container, on a besoin de régulation thermique. On a besoin de Battery Management System, qui est le BMS auquel vous faisiez allusion. On va avoir besoin de plus en plus de données sur l'utilisation de ces batteries pour savoir leur état de charge, leur état de santé, le state of health, le state of charge. Donc on s'aperçoit que le nombre de données auxquelles on a accès est de plus en plus important. Donc la partie système d'une batterie est importante. Donc dans l'écosystème, enfin dans la chaîne de valeur de la batterie, la partie système peut représenter jusqu'à 40 à 50% de la performance de la batterie selon l'application auquel il est fait allusion. Comment se positionne ça? On s'aperçoit qu'il y a une évolution des compétences, mais comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que on peut plus aujourd'hui avoir uniquement des électrochimistes. Donc dans nos métiers, on a des électrochimistes, on a des hommes systèmes. Des hommes systèmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des intégrateurs, ça veut dire des ingénieurs thermiques, ça veut dire des ingénieurs en data science, pour justement arriver à modéliser ce qu'on fait, arriver à mettre tout ça ensemble. Donc il y a une évolution des compétences, il y a une guerre des talents, on n'en a pas suffisamment parlé, mais plus il y a de projets, plus il n'y a quand même pas des centaines d'experts ou des milliers d'experts en Europe, donc on a une vraie guerre des talents, et c'est à nous d'être bons et de montrer que nos projets sont excitants. De toute manière, le consommateur n'est pas fou, hein. Il est très content d'avoir un monde sans CO2, mais quand on en vient à son porte-monnaie, on a vu ce qui s'était passé quand on a réduit la vitesse de 90 à 80 km/h, dès qu'on touche à son instrument de travail etc., il est plein de bon sens. Donc le bon sens pour les véhicules électriques, c'est il faut que ce soit au même prix, avec la même autonomie et aussi facile qu'un véhicule thermique. Sinon, on n'achète pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment du bon sens. Alors, moi, je suis pas un expert de l'industrie automobile, mais ce que prévoient les constructeurs, ou ce que j'entends des constructeurs, c'est que normalement, on devrait être à parité de prix dans 3-4 ans. C'est-à-dire parité de prix, j'entends sans subvention, parce qu'un monde qui est subventionné, c'est pas un bon monde non plus, parce que derrière, ça crée des... Alors peut-être qu'il faut au départ subventionner pour s'assurer qu'il y a un bon démarrage, mais je pense qu'on est encore à quelques années d'une utilité. On parlait des points de recharge, donc en fait, on est encore à quelques années d'avoir un déploiement massif des véhicules électriques. Déploiement massif voulant dire qu'on sera à un prix équivalent. C'est pour ça que je considère qu'on est en retard en termes de démarrage par rapport à nos concurrents chinois, mais d'un autre côté, le gros du marché, il arrive vite, ça met un petit peu de temps de construire des usines, mais on a encore un tout petit peu de temps devant nous. Donc ce tout petit peu de temps, il ne faut surtout pas en perdre. C'est une course de vitesse. Oui, est-ce que l'Europe est consciente? Je pense qu'en fait, on a beaucoup de politiques, que ce soit dans nos gouvernements ou au niveau de l'Europe, qui sont très intelligents. Donc même quand leurs commentaires médiatiques sont pas forcément ce qu'on attend, moi je suis surpris de la connaissance que la plupart des interlocuteurs avec qui j'ai pu parler ont de cette chaîne de la batterie. Donc ils savent très bien que de faire des mines, on peut les faire de plusieurs façons, que d'extraire les matières peuvent être faites de plusieurs façons, que ça peut être polluant, que d'utiliser de l'énergie carbonée non carbonée, ça fait des différences. Donc oui, je pense qu'en fait, il y a une grande conscience de l'Europe là-dessus, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des directives européennes. Je pense qu'il est de notre devoir de pousser vers des solutions qui sont le plus éco-friendly. C'est quand même mieux d'ouvrir la mine ici parce qu'il y a des règles écologiques, il y a des règles sociales, que de laisser les creuseurs de RDC se tuer, quoi. Non, moi j'avais une grande discussion avec Eramet, par exemple. Eramet qui extrait du nickel. On sait très bien que dans certains pays, les polluants extraits sont rejetés directement dans la mer. Eramet a un système beaucoup plus élaboré. Alors ça coûte un tout petit peu plus cher. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait porter ce prix
aux consommateurs. Mais je pense qu'on peut pas avoir le meilleur de tous les mondes. Donc il faut préserver notre environnement en s'assurant que c'est justement ce qui doit être demandé, c'est qu'on utilise des matériaux qui sont extraits de façon propre, c'est qu'on ne fasse pas le travail des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ce sont des obligations qu'on peut demander dans les réglementations. Et qu'on recycle, ce qui permet d'alléger la pression. Absolument, oui, tout à fait. En ce qui concerne la valeur ajoutée, en fait, dans une batterie, encore une fois, c'est difficile de répondre de façon générale parce que ça dépend des applications. Je disais que tout à l'heure, dans certaines applications, le système peut représenter 50% du coût d'une batterie. Dans d'autres, ça va représenter 10 ou 20%. Donc, selon la part du système, on aura plus ou moins de part pour les électrodes, puisqu'en fait, ce dont on parle, c'est quelle est la part d'achat d'un fabricant de batterie. Et dans la part d'achat, quelle est la part d'achat de matériaux de cathode? Donc plutôt que de répondre en termes de valeur ajoutée, j'ai envie de répondre en termes d'importance. Les cathodes sont absolument fondamentales pour fabriquer les matériaux de cathode sont absolument fondamentaux pour fabriquer une batterie. Donc ce sont des partenaires clés et il faut qu'on travaille avec eux. Et sur la valeur ajoutée, c'est un élément super important. C'est pour ça qu'un certain nombre de fabricants de batteries s'intègrent d'ailleurs en amont, parce que c'est un élément clé dans la fabrication des batteries. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre en fait. Je pense que dans beaucoup de domaines, on essaye d'opposer. On oppose le renouvelable à le solaire au wind, le wind onshore au wind offshore, etc. Je pense que l'hydrogène, c'est une solution qui va marcher. Moi, je souhaite qu'elle marche. Est-ce que c'est un concurrent des batteries? Ça répondra à d'autres applications. Et si le marché croît, tant mieux. Et donc, c'est très bien. C'est sur quoi travaillent les constructeurs? Parce qu'en fait, quand on parle des constructeurs automobiles, les constructeurs automobiles spécifient les batteries, mais derrière les batteries, il y a tout un système qui permet de faire marcher le moteur électrique. Donc il y a toute une optimisation de la chaîne, c'est-à-dire que moi j'ai parlé de la chaîne de valeur de la batterie, qui s'arrête d'ailleurs dans les gigafactories au module. Mais on a vu que maintenant il y a des systèmes où on va faire des cells tout châssis, mettant directement les cellules de batterie en se servant du châssis de la voiture comme d'une boîte qui permet donc d'intégrer les cellules. Derrière, il y a tout un système électronique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que on voit maintenant des Chief Software Officers dans un certain nombre de sociétés de voitures. Pourquoi? Parce que les compétences, je disais qu'en fait dans les batteries, les compétences d'électrochimie étaient maintenant complémentées par des compétences système. On voit que dans les voitures, les compétences qui étaient principalement moteurs thermiques deviennent des compétences de batterie, deviennent des compétences système, deviennent des compétences software, deviennent des compétences d'intelligence artificielle. Donc tous ces mondes-là sont en train d'évoluer en termes de compétences. Pour nous, en fait, la safety, et ça c'est une valeur, je dirais, que nous avions CESAFT et qui a été renforcée par notre acquisition par Total. En fait, si je commence par Total, en fait, dans le pétrole, il y a eu malheureusement des accidents importants dans le golfe du Mexique en particulier, et la safety est une valeur absolument clé. Donc la première chose qu'on a appris, c'est safety, on regarde le taux d'incident par rapport au nombre d'heures travaillées, et dans les heures travaillées, on inclut tous les taux de nos sous-traitants. Donc c'est pas quelque chose qu'on regarde pour faire bien ou pour faire des rapports, c'est quelque chose qu'on regarde tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Donc c'est vraiment un indicateur clé chez Total, et c'est devenu un indicateur clé chez Saft. Chez Saft, on se préoccupait principalement de Saft et un petit peu moins de l'environnement immédiat. Et là, on a des plans de progrès, je dirais tout le temps. Je vais prendre un exemple tout bête. L'année dernière, d'ailleurs, avec l'aide d'Elma Peters, qui est la directrice de communication de Saft et qui nous a beaucoup aidé là-dedans, on a lancé ce qu'on a appelé une Health Safety Campaign. On a vu qu'on avait eu un certain nombre d'accidents qui étaient des accidents idiots, qui étaient des doigts coincés, qui étaient des doigts écrasés, parce qu'en fait, on manipule soit des matériaux coupants,
soit des matériaux qui sont un peu lourds, et pas seulement chez Saft, que ce soit nos sous-traitants ou que ce soit Saft. Donc là, on a lancé une campagne là-dessus pour former les gens. Et quand je dis lancer une campagne, ça veut dire faire des ateliers. On a une semaine de sécurité tous les ans, où en fait, et dans tous les pays du monde, où on fait venir nos sous-traitants pour leur faire part des risques qu'il pourrait y avoir. Donc là, j'ai mentionné la campagne sur les mains. On a une campagne, par exemple, sur le feu. Que faire en cas de feu? Admettons qu'il y ait un four qui explose parce que il se passe quelque chose. Bon. Et on s'aperçoit que ça paye. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a baissé notre taux de dangerosité quasiment d'un facteur 10 depuis quelques années. Donc oui, c'est absolument clé, compte tenu des matières qu'on a, et comme dans toute activité industrielle, de gérer ce phénomène-là. Et d'ailleurs, je pense qu'une société bien gérée, c'est une société où les locaux sont propres, où il y a de la safety et où on s'occupe de ses employés et des sous-traitants qui travaillent avec, ou des partenaires qui s'occupent avec nous. Donc c'est un sujet sur lequel non seulement on ne plaisante pas, mais qui est une vraie priorité pour Saft et pour Total. En fait, il y a déjà des réglementations qui existent. Il y a des règlements qui existent, mais souvent les réglementations vont un petit peu plus vite que malheureusement l'état de l'art qu'on a en Europe. Moi, je connais des exemples contraires. Les règlements sont en retard. En fait, il y a les deux. Il y a les deux. Non, en fait, celle à laquelle je faisais allusion, c'était celle de l'émission de CO2 pour les véhicules, où en fait, ça a été émis très vite, ce qui a poussé tout le monde à faire des véhicules électriques, et ce qui a poussé le gouvernement allemand en particulier à faire venir le numéro 1 chinois CATL en Europe. Ce que je trouve regrettable. Donc, il y aurait eu une petite concertation avant pour dire quel est le timing optimum, ça aurait été mieux. Mais bon, ça c'est off the record. En ce qui concerne les critères ESG, bien évidemment, et le public procurement, oui, il y a déjà des réglementations. Est-ce que c'est 100% appliqué? C'est plutôt l'application que la réglementation. Mais la réponse c'est oui, il faut bien évidemment favoriser une industrie européenne dès qu'on le peut. Parce que c'est la seule façon de faire. Et d'ailleurs, on voit que dans des pays comme la Chine, et voire même aux États-Unis maintenant, le Buy American Act, c'est pas quelque chose d'irréaliste. Enfin, ça existe. Donc oui, il faudrait un Buy European Act qui permet de favoriser l'industrie européenne, quelle qu'elle soit, pas seulement dans les batteries. Bon, bah, merci d'abord, monsieur Lécuyer. C'était assez enthousiasmant, en fait. Hein. Et moi, si j'avais une conclusion à donner, c'est que nous, comme Européens, on a été un peu déçus ces derniers temps. On n'a pas arrêté de nous parler de l'impuissance de l'Europe, de son déclin, de la montée sans cesse des concurrents, etc. Et on commençait à se dire, mais alors quoi? Et donc là, on a quand même une chance extraordinaire. On a quand même une opportunité, comme on dit en anglais. Et donc, profitons-en, quoi. Et c'est un domaine tout à fait tellement important, parce que, au fond, l'énergie, on sait bien que c'est absolument déterminant. Et nous avions l'habitude, comme automobilistes, d'avoir des petites batteries. Donc, c'est ça qu'on connaissait. C'était la batterie, elle tombe en panne. Il y a le garagiste qui arrive avec une batterie de secours, on met les cosses, ça y est, on est sauvé. Et là, tout d'un coup, on est en train de découvrir un monde nouveau. Ce petit engin, cet objet, va devenir peut-être la clé d'un renouveau de l'Europe ou d'une existence puissante de l'Europe dans le domaine automobile, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des renouvelables. Alors, monsieur Lécuyer, on vous encourage. Voilà, on est content. Merci beaucoup, parce que merci d'avoir toutes les questions, merci de m'avoir invité. Et puis oui, j'y crois. Donc, mais je pense que l'Europe a une vraie carte à jouer. Donc, on y croit tous. C'est les petites pierres de chacun qui font qu'on arrivera à bâtir quelque chose de bien.